Salut à tous, bienvenue dans cette méga formation sur Docker. Si tu es nouveau sur Ouya, Ouya, c'est une chaîne qui met à la disposition de la communauté française des formations de longue durée. Alors, créer ce type de contenu nous prend énormément de temps et de ressources et aussi d'énergie. Pour nous encourager, nous vous demandons premièrement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ensuite à liker cette vidéo et enfin à partager cette vidéo. À nous revoir dans la première partie où vous allez découvrir Docker et apprendre Docker de A à Z. Bienvenue dans cette méga formation partie 1 sur Docker. C'est quoi Docker? Docker, c'est une plateforme pour la construction, l'exécution et la distribution des applications. Oh, Donald, c'est quoi? Donc, d'abord, directement, je me présente si tu es nouveau sur la chaîne. Moi, c'est Donald, ingénieur de formation. Sur cette chaîne, on parle de software engineering, data analysis et machine learning. Si l'un de ces domaines t'intéresse, alors je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner. Et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et pour dire, ceci n'est que la première partie de Docker. Donc, si tu veux être au courant de la deuxième partie, alors abonne-toi et active ce bouton de notification. Et aussi, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ne likent pas les vidéos, pourtant vous regardez jusqu'à la fin parce que je vois les statistiques. Alors, généralement, c'est parce que je ne vous demande pas sûrement. N'hésitez pas alors à liker. Super. Donc, c'est quoi Docker? Je suis sûr que si tu es dans le monde des applications, du développement des applications, tu as entendu parler de Docker. Mais vraiment, c'est quoi Docker? Donc, comme je le disais à l'intro, Docker, c'est une plateforme pour la construction, l'exécution et la distribution des applications. Maintenant, quand on parle de Docker, on va souvent entendre parler des conteneurs. Ok. Les conteneurs Docker, c'est quoi réellement? Je vais vous donner une petite histoire pour qu'on puisse comprendre déjà c'est quoi Docker. Pourquoi avons-nous besoin de Docker? Donc, je vous donne déjà cette histoire. Quand nous étions au niveau 2, avec mes camarades de classe, on développait une application pour l'école en fait. Moi, qui était le chef du projet, si on peut dire ainsi, le manager du projet, j'ai mis la structure du projet et j'utilisais un système d'exploitation Linux. Ce qui fait que j'avais des dépendances ou des librairies qui fonctionnaient uniquement sur Linux, comme la librairie HTML to PDF que j'avais installée sur ma machine. Elle est différente sur Windows. Ça veut dire, le code que j'avais écrit pour générer le PDF fonctionne donc uniquement sur Linux. Pourtant, dans l'équipe, il y avait beaucoup d'autres étudiants qui avaient des systèmes d'exploitation Windows. Oh, c'était chiant parce qu'on utilisait GitHub. Donc, quand je pousse le code sur GitHub, eux, ils doivent pouler le code. Et là, ils sont obligés de modifier mon code de génération de PDF pour pouvoir générer le PDF chez eux. À un moment, c'était chiant. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout bêtement, voilà, des étudiants du niveau 2 trop bêtes, on va dire ainsi, on a donc écrit le code pour générer sur Windows et le code pour générer sur Linux et commenter les deux. Donc, quand tu poules le code, tu décommentes la partie qui fonctionne sur ton système. C'était pas mal, ça fonctionnait et on a hébergé l'application et l'application fonctionne jusqu'aujourd'hui, mais après des années, on se rend compte qu'on était bêtes. Ok, parce qu'on ne s'était pas posé des questions si des gens avaient déjà rencontré ce problème. C'est après quelques années qu'on découvre Docker. Docker, en fait, quand tu développes une application et que tu utilises Docker, tu enveloppes toutes les dépendances que tu as utilisées. Et quand un autre développeur arrive sur l'application, tu sais ce que tu fais? Tu l'envoies une image de ton application. Cette image est générée par ce qu'on va appeler les conteneurs. Dans un conteneur, à l'intérieur, il y a toutes les dépendances. Tu le donnes juste cette image. Et tu sais ce que lui fait sur sa machine? Lui ne fait plus rien. Il exécute l'image et il continue à travailler dessus. Et c'est tout. Ok? Donc, plus rien à faire. En fait, il ne modifie rien sur le code. Il continue juste à travailler. Voilà. Donc, c'est un peu ça, ce problème qui fait appel à Docker. Donc, imaginez que
tu as ce problème vraiment sur une grosse application. Alors là, tu vois que c'est sérieux, n'est-ce pas? C'est sérieux. Là, nous, on avait juste un problème avec une seule dépendance. Mais imagine, on peut avoir des problèmes, si c'est vraiment une grosse application, on peut avoir un problème avec énormément de librairies. Nous, notre application, c'était juste une application pour programmer les cours. Mais, imagine que c'est une application comme peut-être, comme YouTube. Ok, il peut avoir énormément de dépendance. Voilà. Maintenant, pourquoi avons-nous besoin de Docker? Déjà, quand je développe une application sur un système d'exploitation, sur l'autre système d'exploitation, si on veut exécuter cette application, il peut avoir des fichiers manquants ou absents. Mais Docker résout ce problème. L'incompatibilité des versions du logiciel. Peut-être que j'ai utilisé dans mon application Django version 3 et lui, il installe plutôt Django version 2 ou bien 4. Et là, il y a certaines fonctions qui n'arrivent plus à s'exécuter. Là, on résout ce problème. Paramètres de configuration différents. Donc, moi, en développant, j'avais certains paramètres. Lui, en configurant sa machine, il configure avec d'autres paramètres. Vous voyez que c'est un souci, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'un conteneur? Ok, c'est quoi vraiment un conteneur? Un conteneur, ici, est un environnement isolé pour exécuter une application. On va généralement parler de Dockerfile. Un conteneur, comme vous pouvez voir à l'écran, est un package de logiciels qui contient tout ce dont vous avez besoin pour exécuter une application. Donc, toutes les dépendances, y compris les bibliothèques, les dépendances et le code source. Le tout est écrit dans un fichier nommé Dockerfile. Retiens cela, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi l'image Docker? Les images Docker sont des instances des conteneurs, ok, qui permettent de partager, de réutiliser les applications et les services développés. Ok, quand je parle d'instance, tu comprends. C'est quoi le Docker Hub? Docker Hub est un registre de conteneurs Docker public qui permet de trouver, de partager et de télécharger des conteneurs préconstruits pour une utilisation immédiate. Ça veut dire, je développe mon application sur Docker, je crée donc un conteneur. Ok, je développe mon application avec Docker, je crée un conteneur, je génère une image, je push cette image sur Docker Web et je te donne le lien et les accès par exemple pour avoir ça. Ok, ou je laisse public. Donc tu peux aller là-bas, tu récupères l'image, tu exécutes chez toi, tu modifies et tu peux encore repusher. D'accord? Maintenant, une des questions qui arrive souvent que mes données, ça veut dire que les conteneurs sont comme les machines virtuelles. Non, pas vraiment. C'est quoi alors une machine virtuelle? Une machine virtuelle est une abstraction d'une machine physique. Donc quand on dit une machine virtuelle, par exemple, j'ai un Dell ici que j'utilise pour faire cette vidéo, n'est-ce pas? Je peux entrer dans cette machine Dell et je crée d'autres machines virtuelles. Ok. Donc des machines virtuelles, donc qui est juste une représentation de la machine physique. Dans une machine physique, je peux créer énormément de machines virtuelles. Mais il y a un problème. C'est que chaque machine virtuelle a besoin d'un système d'exploitation complet. Ce qui fait que l'exécution d'une machine virtuelle, elle est lente. La configuration d'une machine virtuelle n'est pas facile, je vous rassure. Et c'est pas facile, non, pas du tout. Maintenant, il y a l'utilisation intensive des machines virtuelles, des ressources par les machines virtuelles. Parce que quand tu as par exemple 3 machines virtuelles dans ta machine, toutes ces 3 machines virtuelles vont utiliser ta RAM physique, ton processeur physique, ton disque dur physique, etc. Mais chaque machine virtuelle aura son propre système d'exploitation. Tu peux avoir une machine avec Linux, donc 2 machines avec Windows. Mais le problème, c'est que ces machines utilisent ta RAM physique, ton disque dur physique, donc tes ressources matérielles physiques, tu es limité sur le nombre de machines que tu peux créer. Ah oui, tu es limité. Donc c'est pour ça que les conteneurs viennent résoudre ce problème des machines virtuelles. Maintenant, pour les machines virtuelles, pour vous donner un peu plus d'informations sur les machines virtuelles, chaque machine virtuelle utilise son propre système d'exploitation grâce à des hyperviseurs tels que... Bon, déjà c'est quoi hyperviseur?
Bon, donnant ça, c'est un cours de computer science. Bon, passons sur les hyperviseurs, mais il faut juste savoir que c'est eux qui permettent de manager les machines virtuelles sur une machine physique. Exemple, donc ce sont des logiciels. Hein. Exemple de logiciel, on a VirtualBox, sûrement tu as entendu parler. On a VMware, qui sont multiplateformes. Donc on peut utiliser VirtualBox et VMware sur tous les systèmes d'exploitation pour créer des machines virtuelles. Mais il y a Hyper-V qui est uniquement pour Windows. Bon, passons sur ça. Nous avons trop parlé. Hein. Maintenant, la différence entre une machine virtuelle et un conteneur. Regardez, ici, j'ai une machine virtuelle, n'est-ce pas? Vous voyez que voici les machines virtuelles, voici la première, voici la deuxième et voici la troisième. Il y a un hyperviseur là qui permet de manager tout ceci. Vous allez voir que chaque machine virtuelle a son propre système d'exploitation. Ok? Donc, sur la première machine, j'ai une application 1, la deuxième application 2, la troisième application 3. Et chaque application a ses librairies et a son système d'exploitation et managé par le hypervisor. Maintenant, regardez les conteneurs. Les conteneurs, eux, besoin d'un seul système d'exploitation et je peux mettre plusieurs conteneurs. Ok, regardez, j'ai un conteneur ici, 2 conteneurs, 3 conteneurs. Chaque conteneur contient une application et je peux créer une infinité de conteneurs. Alors, chaque conteneur a son application et ses librairies. Application, librairie, mais ils n'ont plus besoin de quoi? D'un système d'exploitation parce que le système d'exploitation est en bas. Ok? Ils ont besoin du container engine. On va voir ça lors de l'architecture de Docker. Ok? Donc, c'est un peu ça la différence entre une machine virtuelle et les conteneurs. Entre les machines virtuelles et les conteneurs. D'accord? Super. Maintenant, quels sont les inconvénients des machines virtuelles? Donc, gourmand en ressources, configuration complexe. On a vu ça, n'est-ce pas? Quels sont les avantages des conteneurs? Efficacité et consistance. D'accord? Mac a besoin d'une machine virtuelle pour exécuter les conteneurs parce que le système Mac ne permet pas vraiment de créer des conteneurs, mais on a besoin d'une petite machine virtuelle sur Mac, bien sûr une machine virtuelle Linux pour créer les conteneurs sur Mac. Voilà. L'architecture des conteneurs de Docker. L'architecture de Docker. Docker est basée sur une architecture client-serveur. On va revenir dessus. Et communique avec les composants serveurs. Les clients communiquent avec les composants serveurs en utilisant des API REST. Voilà, le serveur est un moteur Docker qui gère les conteneurs en fait. Toutes les applications sont contenues dans les conteneurs et elles partagent le noyau de l'autre. On va parler de noyau aussi, le kernel, hein, le kernel du système d'exploitation. Bon, si tu ne connais pas ce que c'est que le kernel, alors il faut juste savoir que le kernel, c'est la partie principale, hein, ou bien le noyau d'un système d'exploitation. Donc en gros, Docker fonctionne sur client-serveur. Donc je suis un client, je peux avoir l'image, ok, en faisant un get, n'est-ce pas? Ok, je fais juste un pull, j'ai l'image sur moi. Et je peux exécuter. Donc, en pratique, ça sera mieux, je pense. En pratique, ça sera mieux. Ce qui fait que dans la prochaine partie, nous allons installer Docker sur notre machine et vers la fin, nous allons prendre une application Django et la dockeriser. Ok, dockeriser. Voilà, is Docker. C'est quoi? Dockeriser ou Docker? Bon, dockeriser. Et voir comment je vais vous partager le lien de ce Docker et vous allez récupérer l'image chez vous et exécuter sur votre machine. Si lors de l'exécution, vous avez un problème, on ferme la chaîne. D'accord? Alors abonne-toi. Donc déjà, vous ouvrez un navigateur, puis vous tapez Docker. www.docker.com, c'est le site. Develop faster, run anywhere. Donc là, ici, nous allons installer la version Linux. On peut soit installer sur Ubuntu, soit sur Debian ou Fedora. Donc, moi, j'utilise Ubuntu. Donc, si vous utilisez Debian ou Fedora, pas de souci. Alors, je vais installer sur Ubuntu.
Maintenant, là, vous devez vous rassurer que vous avez un terminal. Si vous avez eu à installer Docker sur votre machine, vous pouvez retirer cela en faisant sudo apt remove docker desktop. Maintenant, les étapes d'installation de Docker. Premièrement, voilà la première étape. Donc, on va préparer notre machine à recevoir Docker. Donc là, on va exécuter toutes ces commandes qu'il nous donne pour préparer notre machine à recevoir Docker. Donc, vous exécutez toutes ces commandes les unes après les autres. Donc, nous avons fini. Nous allons encore mettre à jour les différents packages sudo apt-get update. OK. Maintenant, il y a certains librairies qui utilisent Docker. Donc, on va installer ces librairies. Alors, suivez exactement les mêmes étapes pour installer sur Linux. OK. Voilà, on va rentrer, on va télécharger, aller à la deuxième étape maintenant. On a fini la première. Donc, on va cliquer sur le package qu'ils nous disent. Là, ça va installer. OK. On va télécharger cette librairie. La voici. Super, on va copier son nom. Et ils nous disent que voilà la commande pour installer ça dans sudo apt-get, puis on met donc on se positionne au chemin, au path, la sudo apt install // et le nom du package qu'on vient de télécharger. Ok, là on a fini d'installer. Donc on va regarder la version. Donc on voit qu'on a la dernière version 24.06. Donc voilà. Donc maintenant, comme chaque langage de programmation, on va essayer d'avoir l'image qui dit Hello World dans Docker. Donc on va aller sur docker.com. Donc là, je vais écrire image Hello World. Là, je ne vois pas. Donc, on va ressaisir, j'ai mal saisi. Donc, Hello World Image. Image. Donc là, on voit le Hello World. OK, donc c'est une image qui a été faite. Donc voilà la commande docker donc pour avoir ça dans notre machine. Donc là, on va un peu faire docker image list pour voir s'il y a la liste des images. Donc on voit là que on a un problème, OK, avec le docker socket. On a un problème avec le docker socket. Donc directement, on va essayer de relancer docker en faisant systemctl star docker.
Donc là, ça nous demande le mot de passe. On va entrer notre mot de passe. Donc là, on a toujours ce problème, mais on pense que on va encore lancer. Maintenant, on va faire sudo docker run hello world. Donc, pour exécuter le hello world, donc on voit la première ligne, ça nous dit unable to find image locally. Donc, on voit bien qu'on a hello world là-bas. Et voici les étapes, ce qui s'est passé en fait. On n'a pas pu avoir cela en local. Puis, c'est parti pour cela dans le Docker Up. Donc, ça a téléchargé l'image Hello World. Donc, ça nous donne les étapes de ce qui s'est passé. Dans notre client, nous, on a contacté le Docker Daemon. OK. Puis, ça a contacté l'image. OK. Téléchargé l'image chez nous et exécuté. Donc, si on exécute encore Docker Hello World, l'image, on voit que l'image est déjà présente chez nous. Maintenant, si on veut avoir la liste des images, on voit toujours qu'on a un problème de permission. Donc, pour gérer ce problème, il faut taper la commande chmod 777 va remonter à ce fichier soc. OK. Donc, en sudo, bien sûr. Donc, on voit que l'image, donc en exécutant cette commande, on a accès maintenant aux images parce que nous venons de donner la permission. Donc, on voit bien le repository, le tag, l'image, created at et site. Donc, nous venons d'installer Docker sur Ubuntu. Maintenant, pour avoir les conteneurs, pour avoir la liste des conteneurs, on va faire Docker container ls. Maintenant, on va installer Docker sur Windows. Pour Windows est très simple, on va cliquer sur Get Started. Donc, déjà, il y a des prérequis qu'il faut avoir, tels que la RAM. Il faut que la virtualisation soit activée dans le BIOS et qu'on soit sur un processeur à 64 bits. Maintenant, le Hyper-V aussi doit être activé. Donc, on doit télécharger le Docker Desktop. Donc, là, je l'ai déjà téléchargé. On va l'exécuter. OK, donc il faut cocher ces deux-là. Puis, cliquer sur OK. Donc, l'installation a été faite avec succès. Donc là, vous allez redémarrer votre machine. OK, vous allez redémarrer la machine et revenir lancer Docker. Donc, vous voyez l'icône. La machine a été démarrée. Donc, je vais aller chercher le PowerShell. J'ouvre le PowerShell comme administrateur. Et là, je vais regarder si Docker a été vraiment installé. Voilà, on voit que Docker a été installé. Dans la partie précédente, nous avons vu comment installer Docker sur Linux et sur Windows. Pour la suite de la formation sur Docker, je vais utiliser Linux. Donc, vous pouvez bien utiliser aussi Windows. Donc, c'est les mêmes commandes. OK, donc on va vérifier que notre Docker est très bien installé et qu'on est à la dernière version. Voilà, la dernière version actuelle, c'est le 24.06. Maintenant, dans ce tutoriel, nous allons comprendre plus précisément ce que c'est qu'une image. Et dans le tutoriel précédent, avant de continuer avec l'exécution des commandes et la construction des images Docker, on va mieux expliquer l'architecture pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Ici, j'ai Docker.
OK? Donc, on va lister par exemple les images qui sont ici. Docker images, soit Docker images comme ceci, pour avoir la liste des images, soit vous faites Docker image ls. C'est la même chose. Pour avoir juste les ID des images, on va faire Docker image lsq. OK? Juste les ID des images. Maintenant, j'explique. Quand on fait Docker images, on a le repository, le tag, le image ID, created et la taille. Je prends le cas de la première image qui est Ubuntu. On voit que c'est le latest version, donc c'est la dernière version de l'image qu'on a sur cette machine. Maintenant, on a son ID, ça fait 8 jours que ça a été déployé ou bien update. Et maintenant, Hello World, latest, c'est toujours le latest, son ID, ça fait 5 mois que cela a été fait et ici, ça fait 13 kilobits. Donc, voici une image, voici deux images que nous avons. Maintenant, comment on fait pour avoir une image? Soit tu construis ton image, on va dire ce qu'on va dire, on va appeler Docker Build. Donc, tu construis ton image, soit tu pulls, tu récupères une image qui a été faite par des développeurs ou bien par un autre développeur sur ta machine et tu l'exécutes. Maintenant, si vous avez remarqué, j'ai dit tu construis ton image. Ça veut dire, quand tu as ton projet, par exemple Django, ton projet React, ton projet Go, je ne sais pas. Maintenant, ce que tu fais, quand tu veux dockeriser cela, tu vas utiliser un fichier qui s'appelle le Dockerfile. Maintenant, quand tu as le Dockerfile, tu vas écrire quelques lignes de code dans ce fichier et tu vas exécuter la commande docker run. Je précise le fichier. Là, ça va construire docker build, je vous l'ai dit. Tu fais docker build, ça va construire une image de ton application. Comprenez bien. Donc, quand tu fais docker build, tu précises, comme on va voir dans la suite de la formation, donc vous n'avez pas besoin de retenir, comprenez juste. Tu précises les détails. Là, ça va construire une image. Tu vas avoir une image. Quand tu vas faire Docker Image LS, ça va te lister, tu vas voir ton image parmi, n'est-ce pas? Maintenant, cette image, quand tu fais Docker Run, quand tu veux exécuter cette image, alors cette image va créer un conteneur. OK? Va créer un. Donc, quand tu fais Docker Run, cette commande Docker Run, tu vas préciser le ID de l'image que tu veux exécuter. Alors, ça va créer un conteneur de cette image. Il faut bien comprendre. Maintenant, chaque fois que tu exécutes la commande Docker Run, ça va créer un conteneur. Donc, il faut que vous soyez conscient de ça. Donc, chaque fois que tu exécutes Docker Run sur une image, sur le tag d'une image ou l'ID, ça va générer un conteneur avec ses dépendances, sa mémoire. Les modifications vont rester dans ce conteneur. Donc, la prochaine fois que tu reprends l'autre image, en fait, que tu réexécutes, ce n'est plus dans le même conteneur, mais ça recrée un autre conteneur. Et on va voir comment gérer ces conteneurs dans la suite de la formation. Super. Je crois que c'est bien compris. Donc ici, on va voir que j'ai Ubuntu ici comme image. Comment retirer une image? Donc je vais d'abord retirer cette image. Donc on va faire Docker remove image. Donc RIMI qui veut dire remove image. Et là, on va préciser le nom, le tag de l'image. Donc Ubuntu. Maintenant, vous allez voir qu'on me dit que cette image est utilisée par un conteneur. Ça veut dire que j'ai eu à exécuter cette image en fait. Donc c'est utilisé par un conteneur qui a cet ID, n'est-ce pas? Donc il va falloir que je supprime d'abord tous les conteneurs qui ont été créés grâce à cette image. Donc ça veut dire avec une image, on peut avoir plusieurs conteneurs. D'accord? Donc il faut que je retire tous ces conteneurs avant de pouvoir supprimer cette image. Donc le premier conteneur qui est attaché, c'est celui-ci. Donc je vais copier. Je retire. Comment retirer un conteneur? C'est juste remove, puis on met le ID du conteneur. Donc, on ne met pas I qu'on met devant. Donc là, je viens de retirer le conteneur. Là, on va encore essayer de retirer. On voit que je viens de supprimer. Donc, ça veut dire techniquement que quoi? Que le Ubuntu que je viens de supprimer a été exécuté une seule fois sur cette machine et ça a créé un conteneur. D'accord? Si j'avais exécuté plusieurs fois, on devait avoir plusieurs conteneurs. Exactement. Donc, c'est le cas si j'essaie par exemple de retirer Hello World. Vu qu'on a exécuté Hello World plusieurs fois, vous allez voir que on va nous dire que ça a été attaché à un conteneur. Même si je supprime le conteneur, on va nous dire que c'est encore attaché à un autre conteneur. Et si on pouvoir, n'est-ce pas? Donc là, je vais dire Docker remove image et je vais dire Hello World. OK? On me dit que ça a été attaché à un conteneur. Et voici l'ID
du conteneur, n'est-ce pas? Donc, on va copier, on va essayer de retirer ce conteneur. Donc, j'ai retiré le conteneur, je vais encore exécuter. Voilà, là, c'est quitté. OK, là, c'est parti parce que j'ai eu à supprimer d'autres conteneurs. Mais on va retélécharger, exécuter le Hello World plusieurs fois pour que vous puissiez comprendre, n'est-ce pas? Donc, je vais faire docker run Hello World. Donc, ça ne trouve pas sur notre machine, ça télécharge. Donc, ça a été téléchargé. Donc, on a Docker maintenant. Donc, si je fais Docker, on a l'image Docker, n'est-ce pas? Donc, si je fais Docker image ls, voilà, on voit qu'on a Hello. D'accord? Maintenant, si j'exécute, je fais Docker run. Donc, n'oubliez pas que j'ai d'abord exécuté pour la première fois en téléchargeant. Donc, quand ça n'existait pas, ça a téléchargé avant d'exécuter. Maintenant, si je fais Docker run Hello World, OK? Si j'exécute encore, donc j'ai exécuté combien de fois? 3 fois. Donc, on s'attend à ce que ça a créé 3 conteneurs. Donc, si j'essaie de supprimer, dans Docker image, Docker remove image, voilà, donc je monte une fois, remove image, voilà, hello world. On me dit que c'est rattaché à un conteneur. On va supprimer le conteneur si. On va essayer de retirer encore. On me dit que c'est rattaché à un autre conteneur. OK, c'est le deuxième conteneur. Donc, je vais supprimer le deuxième conteneur. Je vais essayer encore de retirer le Hello World. On voit que c'est attaché à un troisième conteneur. OK? Donc, on va retirer le troisième conteneur. Là, c'est supprimé. Je vais essayer de retirer le Hello World maintenant. Vous voyez que je parviens à supprimer le Hello World. Donc, on a exécuté 3 fois et 3 conteneurs ont été créés. Vraiment, je l'ai fait pour que vous puissiez vraiment comprendre. OK? Pour que vous puissiez vraiment comprendre. Et dans la prochaine leçon, je vais mettre l'architecture et on va détailler ensemble. Voilà. Donc, vous avez déjà vu comment on supprime. Maintenant, on n'a plus d'image. Si je fais Docker, image, ls, voilà, on n'a plus d'image. Maintenant, je veux avoir l'image, par exemple, Ubuntu. J'explique quelque chose rapidement. Par exemple, j'utilise Ubuntu ici. Quand vous installez Ubuntu sur une machine, ça pèse au minimum 1 giga, n'est-ce pas? Maintenant, pour certains projets, où j'ai par exemple un projet Python, OK, que je veux tourner sur Ubuntu. Maintenant, je n'ai pas envie d'un très gros système Ubuntu. J'ai envie d'un système très léger où je peux tourner mon application dessus sans problème. Pour cela, il y a plusieurs images de Ubuntu qui ont été déployées. Donc, des images très légères qui n'ont pas toutes les fonctionnalités de Ubuntu que vous avez sur votre machine, par exemple. Donc, j'ai besoin de cela. Donc, cette image existe. Comment donc récupérer cette image? Déjà, il faut aller sur le Docker Up. Donc, quand vous êtes sur le Docker Up ici, vous allez taper Ubuntu. Donc, vous allez voir, voici Ubuntu. OK? Il y a plusieurs versions. Bon, parce que le Ubuntu qu'on veut avec son logo, on va cliquer dessus. Donc, quand on clique dessus, on voit le code, la commande, je vous l'ai dit, qui nous permet d'avoir l'image chez nous, n'est-ce pas? Docker pour Ubuntu. Et c'est Ubuntu. Voilà, donc vous voyez le nombre de fois que ça a été téléchargé, que ça a été étoilé, etc. Donc, et là, on a ajouté les explications par rapport à l'image. OK? Super. Regardez, donc, je vais venir ici. Je vais donc avoir cette image chez moi aussi. OK? Parce que je vais utiliser dans un projet. Donc, je vais dire Docker pour Ubuntu. Donc, là, on est en train de faire du pooling. Regardez, ça pèse 29 mégabits. Waouh! Mais c'est surprenant. Si vous n'avez pas déjà eu à travailler avec des versions légères de Ubuntu, vous allez dire, mais comment il y a. Donc, il y a des Ubuntu qui pèsent exactement, il y en a assez, qui pèsent même moins. OK? Donc, cette image que je vais avoir, elle est légère par rapport à ce que j'ai souvent, dans mon disque dur, n'est-ce pas? Voilà. Donc, là, on a fini avec. Donc, si on relance la commande, vous voyez que désormais, on a Ubuntu
sur notre machine. Voilà. Je vais dire par exemple, je vais faire en sorte que mon terminal sera entre les mains de ce Ubuntu que je viens de télécharger, plus entre les mains de mon Ubuntu, parce que là, je suis sur mon Ubuntu, ma machine, quoi, le Ubuntu de ma machine. Donc là, je vais nettoyer le terminal et je vais faire en sorte que c'est l'image qui puisse prendre le contrôle sur mon terminal, n'est-ce pas? Et rappelez-vous, quand je vais faire Docker run, alors ça va créer un conteneur de cette image. Voilà. Donc là, on va dire Docker run i. Donc, pour que ça puisse prendre le command line, donc pour que le terminal devienne pour le Ubuntu là, donc c'est juste un tab pour ça. Donc IT. Maintenant, il me faut préciser le ID. Donc, je vais. Ok, je peux prendre ce ID. Voilà. Donc là, je vais dire Docker run IT. Et là, je mets ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut run? Ok, on va entrer dans le bash pour que ça puisse prendre le contrôle, non, n'est-ce pas? Donc, on va entrer dans le bash scripting. Donc là, je vais dire bin, généralement bin bash, voilà. Ok, est-ce que vous avez remarqué? Là, je suis root maintenant. Vous voyez, root. Ok, donc ça, c'est le nom d'utilisateur. Ok, et c'est là, ça, c'est l'IP. D'accord? Donc, je suis plus dans ma machine. Ok, truc précision, là, je suis maintenant plutôt ici. Super. Donc, on va voir, donc si je fais ls, vous voyez que ça n'a rien à voir avec mon système. Ça, c'est le Ubuntu, le conteneur qui a été lancé. Si je viens ici, qu'est-ce que je peux dire? Où am I, par exemple? Où am I? On me dit si je suis le root. Qu'est-ce que je peux demander de faire? Je peux par exemple dire echo hello. Ok, vous voyez que ça affiche hello. Je peux dire echo 0. Ok, là ça m'affiche exactement l'argument dans bin batch où on est. Là, on peut faire par exemple history. History. Ok, ça nous donne les commandes qui ont été exécutées. Donc si je vais exécuter par exemple la commande 2, où am I, je vais faire comme ça et je mets 2. Ça me donne la commande qui a été utilisée et son résultat. Maintenant, si je veux mettre à jour mon système, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire apt get app, app update, quoi. App update. Donc là, ça va mettre à jour ce petit système d'exploitation que nous avons, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez que ça a été exactement mis à jour. OK? Donc là, maintenant, on peut exécuter des commandes. On peut aussi voir les limites de cette image. Par exemple, si je fais, par exemple, ping, OK, essayons de pinguer quelque chose. Ping Donald Programmeur, OK, je vais pinguer mon site, donaldprogrammeur.com. OK, on voit que la commande est introuvable. D'accord? La commande est introuvable et c'est tout à fait normal parce que, comme je vous ai dit, c'est une version légère. Et là, on peut aussi installer cette commande. Voilà, c'est ce qui est bien avec. Donc, on peut mettre à jour malgré qu'elle est légère. Donc, apt. Donc, apt, c'est Advanced Packet Tool. OK, Advanced Packet Tool. Dans la apt get install, on va dire iPure till ping. OK, on précise que c'est le ping. Donc là, ça installe. Je dis yes. Super. Donc on voit que ça a été installé. Donc si je fais encore ping donaldprogrammeur.com, on voit exactement que j'arrive à pinguer ce site internet, n'est-ce pas? Voilà. Donc on va arrêter. Super. Donc là, on a vu comment récupérer une image, comment supprimer une image, ok, comment supprimer un conteneur. Vous avez compris un peu quelle est la différence entre les conteneurs et les images de façon claire, avec des exemples précis. On a vu comment utiliser une image et voilà, vous voyez que l'exécution de cette image sur ma machine, elle est légère, ok.
très simple. Vous pouvez faire de même sur Windows pour avoir une image Linux sur Windows. Vous voyez un peu l'utilité de ça maintenant. OK? Vous voyez l'utilité. C'est intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, dans la prochaine partie, on va un peu décortiquer l'architecture, si c'est vraiment nécessaire quand je vais voir vos commentaires. Mais si je vois que vous comprenez déjà, on va passer directement aux commandes, à la dockerisation. C'est d'accord, ce mot, la dockerisation, dockerisation d'un projet Django. OK? Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, je suis sûr que vous allez me demander comment sortir d'ici. C'est juste du exit. OK? Donc, vous tapez exit et vous allez sortir. Donc là, vous pouvez revoir vos images en faisant ça. OK? Super. À nous revoir dans la prochaine leçon. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé. Bienvenue dans cette nouvelle partie sur Docker. Aujourd'hui, on va voir comment dockeriser un script en Python. Vous pouvez le faire dans n'importe quel autre langage. Donc, juste écrire dans votre langage et suivre la même chose. Moi, principalement, je vais utiliser Python. Donc, vous pouvez écrire votre script soit en Java, soit en JavaScript, n'importe quoi. Ça va être la même chose. Maintenant, donc, on va créer une image et on va exécuter cette image en créant des conteneurs. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est de créer un dossier. Donc, je vais dire mkd. Je vais créer un dossier que je vais appeler Docker. OK, je vais entrer dans ce dossier. Maintenant, je vais créer mon script Python. OK? Donc là, je vais créer un fichier. Tosh. Je vais appeler ce fichier app.py. Donc, ou bien script, disons comme ça. Script.py. Donc là, vous créez pour vous, je sais pas, .js, c'est pas trop. Donc, je vais écrire du code dans ce script. Bon, je vais utiliser l'éditeur Vim. Donc, vous pouvez utiliser VS Code pour écrire n'importe. Donc, utilisez l'éditeur dont vous êtes confortable, OK, avec. Donc, script. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire par exemple? Print. Je vais dire par exemple, print. Bonjour tout le monde. Ici, Donald, programmeur. Abonne-toi. Abonne-toi et like. Voilà, voilà un script Python que j'écris. Donc, un script que tout ce que ça fait un print bonjour tout le monde, c'est tout. C'est tout ce que ce script fait. Donc, là, je vais enregistrer le code. OK. Donc, on a notre script Python. Donc, on peut exécuter en faisant quoi? Python, script. Bon, je vais utiliser donc Python 3. Apparemment, Python n'est pas sur cette machine. Donc, on va voir quand j'exécute mon script, j'ai bonjour tout le monde, ici Donald programmeur. Abonne-toi. Maintenant, comment dockeriser ce script? OK? Donc, on va créer dans le fichier Dockerfile. Et dans ce fichier, on va mettre un petit script de code qui va nous permettre de dockeriser cela. Déjà, comme j'utilise Python, on va aller sur le web, sur Docker Hub, ici. Il y a les différentes images de Python qui ont été déployées. C'est dit par exemple Python Alpine. OK, on voit qu'il y a plusieurs images de Python là. Donc voici Python. Donc si je clique dessus, c'est la version Alpine, très légère. OK, il y a plusieurs autres versions. Donc je préfère prendre une version très simple, n'est-ce pas? Donc de même, si vous travaillez sur n'importe quel, avec n'importe quel langage de programmation, son image existe. Pardon. OK. Donc ici, on va créer un fichier qu'on va appeler Dockerfile. Tosh. Donc Tosh, c'est la commande pour créer un fichier. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez utiliser les clics dans votre éditeur. Donc Dockerfile, exactement comme ceci. Donc je vais l'ouvrir avec Vim. Donc ici, comme c'est Python, il faut que je précise à mon fichier Dockerfile que, OK, le projet Docker que tu vas construire, l'image que tu vas le faire, tu vas utiliser Python. Donc là, je vais donc dire, je clique sur Insert, OK, from Python, Alpine. OK, juste là. Voilà. Ensuite, je vais copier
mon fichier script et le mettre dans une direction que je vais créer. Donc, soit je fais run mkd, parce que mkd c'est pour créer un répertoire, mkd et je mets par exemple /app, donc pour créer un répertoire comme ceci, ou je peux simplement dire copie tout vers app. Donc ici, en fait, ça va créer une fois le répertoire, donc ça va copier tous mes fichiers vers, vers la direction app pour app. D'accord? Après, je vais dire working, je vais spécifier mon working directory. Work directory. Mon work directory ici, je vais appeler ça le app qu'on vient de créer, donc là où on travaille. Et pour exécuter la commande, pour exécuter le script, n'est-ce pas? Je vais juste dire commande. Et là, je vais dire Python script. OK, j'espère que c'est comme ça qu'on écrit. Donc ça, commande, c'est pour exécuter dans le script. Donc, après avoir fait ça, on va enregistrer. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va donc construire l'image de ceci, n'est-ce pas? Donc, on va dire docker build -t, c'est pour le tag. Quel tag on veut donner à ça? On va dire test app. OK, appelons ça test app. Et préciser le chemin où se trouve le Dockerfile. Comme on est dans la même racine, on va dire juste point. Donc, ce que vous êtes en train de voir là, c'est le Docker qui est en train de construire donc cette image. Donc, ça télécharge, par exemple, ce qu'il faut, tel que Python. Donc, cela va vraiment dépendre de votre débit Internet. Donc, maintenant, ça a tout téléchargé. Là, ça commence à exécuter les commandes. Voilà, et on voit que là, ça a terminé. Bon, next. Donc, là, notre Docker a fini. On va nettoyer et tester. Donc, ici, je vais dire Docker image ls. Donc là, on voit qu'il y a une image test app qui vient d'être créée. Ça fait 21 secondes. Et dans cette image, on voit bien tous les tags. On voit le repository qui s'appelle test app. La test, OK, le tag, c'est la test, donc c'est la dernière version qui a été construite. Et image ID, create, ça fait 21 secondes, et la taille. D'accord? Maintenant, comment exécuter dans cette image? Vous savez déjà. Donc là, on va faire docker, OK, run. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut préciser le name, n'est-ce pas? Dans docker run. Donc, vous voyez que quand j'exécute docker run, ça m'affiche quoi? Bonjour tout le monde, ici Donald Programmeur, abonne-toi et like. Donc, on vient de créer une simple image, OK, qui s'appelait test app. On a vu comment écrire un petit script docker, OK. Maintenant, cette image, on peut pousser cette image sur docker up, bien sûr, sur docker up. Donc, après avoir créé un compte, donc faites sign in, et pour pusher, c'est rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire docker push et vous précisez le nom du tag que vous voulez pusher. Et ensuite, on peut partager l'image sans problème, et ceux qui vont exécuter cette image vont voir vont voir ce message: bonjour tout le monde, ici Donald Programmeur, abonne-toi et like. D'accord? Maintenant, quand on regarde le code Docker que j'ai écrit ici, on voit bien que c'est simple, n'est-ce pas? Et c'est compréhensible. Donc, tout ce qu'on fait, on donne des commandes. OK, on donne juste des commandes que Docker qui va s'exécuter quand on va lancer le run, qui vont s'exécuter. Donc, première des choses, on télécharge Python, si Python n'existe pas déjà, Python Alpine. Donc, ensuite, on copie tous nos projets vers un dossier qui va se créer, qu'on va appeler app. Ensuite, on précise que notre working directory sera app, parce que c'est dans app qu'on a copié script.py, et là, on exécute une commande python script.py. Et c'est exactement ce que Docker fait, en fait. D'accord? Donc là, on va quitter. J'espère vraiment que vous commencez à comprendre comment fonctionne Docker, parce que là, présentement, si je réexécute mon Docker comme ceci, tout ce qui a été téléchargé au préalable ne sera plus téléchargé. Pourquoi? Parce que ça a été fait. OK? Vous voyez que directement, ça s'exécute sans problème.
OK? Ça s'exécute sans problème. Maintenant, si je fais un build maintenant aussi, un build, et je vais appeler ça, appelons ça quoi? L'autre, c'est quoi? Test app, OK? Point. Donc, vous voyez maintenant que cette fois-ci, c'est rapide. Ça n'est parce que tout ce qui a été téléchargé est déjà là. OK? On n'a plus besoin de les retélécharger. Et ce que vous allez remarquer, ça a utilisé quoi? Le cache. OK? La mémoire cache ou la mémoire tampon pour récupérer ce qui a été déjà fait. Et maintenant, si on regarde les images, Docker, donc je nettoie d'abord, Docker image ls. Donc, on voit que c'est toujours celle-là qui est là. Ok, ça fait 4 minutes que ça a été construit, donc rien n'a vraiment été mis à jour dessus en fait. Ok, super. On nous revoit dans le prochain tutoriel où nous allons utiliser Docker pour développer une application Django. Dans ce tutoriel, nous allons continuer avec notre formation sur Docker et nous allons précisément voir comment commencer un projet Django avec Docker. Déjà, on va commencer par liker et s'abonner si on n'est pas encore abonné. Donc, si c'est fait, merci. Donc, voici le répertoire où nous étions la dernière fois. On a vu comment dockeriser un script Python. Et beaucoup d'entre vous l'ont fait avec d'autres langages. J'ai vraiment apprécié cela. Donc, c'est la même chose ici. Dans cette vidéo, dans ce tutoriel, je vais utiliser Django. Donc, si vous allez utiliser Node.js, etc., Spring Boot, il n'y a pas de problème. OK, c'est la même chose, les mêmes étapes. D'accord? On va commencer par créer un dossier mkdir. On va appeler ça projet Django. OK? Là, on va aller dans projet Django. Et comme éditeur, on va utiliser VS Code. Super. Donc, ici, il s'agit de commencer un projet directement avec Docker. Dans le tutoriel prochain, on va voir comment dockeriser un projet qui existe déjà. Donc, comme nous voulons commencer un projet avec Docker, donc on va commencer par créer le Dockerfile. OK? Voilà. On a le Dockerfile. On va prendre l'image, comme c'est Python que j'utilise. On va donc chercher un base image. Pour nous, ici, ça sera Python. 2. La version, on va dire Python 3. On ne complique pas pour l'instant. Après ça, nous avons besoin de créer notre working directory. OK. Donc là, je vais dire mkdir. On va appeler ça, disons, app. OK. Ensuite, on va préciser notre working directory. On va préciser que c'est app. D'accord. Puis, on va upgrader. D'accord. On va upgrader le pip. Donc là, je vais dire run. On va dire pip install upgrade upgrade pip. Puis, on va copier notre requirement, le fichier requirement où se trouvent nos différentes librairies. Requirement.txt. On va copier dans le working directory. Super. OK. Puis, on va donc installer les librairies qui sont dans le requirement en disant pip install -r requirement.txt. Ensuite, on va copier tout notre projet vers le répertoire. Comme nous sommes avec Python, il y a 2 variables que je vais setup ici. La première variable, c'est Python buffer. OK, ça c'est propre à Python. La deuxième, c'est Python don't write byte code. J'explique ça rapidement. En fait, ici, on est en train de dire à Python qu'il n'utilise pas la mémoire tampon pour stocker les données du langage. Cela, c'est pour empêcher la lenteur de l'application dans les conteneurs. Parce que
l'une des inconvénients qu'on peut avoir en ne pas mettant en enlevant cette variable, c'est que les prints au niveau de la console peuvent être lentes parce qu'il va falloir d'abord les stocker au niveau de la mémoire tampon. Maintenant, dans write bytecode, c'est pour empêcher Python de créer les fichiers byte, donc qui ont pour extension PyC, ok, dans les conteneurs. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de surcharger les conteneurs avec ce type de fichier. Donc, je dis bien, c'est propre à Python. Donc, si vous êtes sur Node.js, n'utilisez pas ça. D'accord? Voilà. Maintenant, on va profiter par ici pour introduire directement le Docker Compose, qui n'est rien du tout que la suite de Docker. C'est quoi le Docker Compose? En fait, Docker Compose nous permet de regrouper plusieurs conteneurs et de les exécuter en même temps. Ça veut dire de prendre plusieurs conteneurs et d'en faire un seul projet. Je peux prendre le conteneur Django que voici, qu'on va créer avec ça. Ça, c'est un conteneur web. Ensuite, si je veux utiliser, par exemple, PostgreSQL, je dois aussi créer une image ou utiliser une image de PostgreSQL. Ensuite, si je veux utiliser Redis, le serveur Redis peut-être pour mes tâches en arrière-plan ou bien pour la mémoire tampon, alors je vais utiliser une image de Redis. Ça fait déjà 3 conteneurs qu'il faut les regrouper et les exécuter. Comment on fait donc cela? Alors, on utilise le Docker Compose. Comme vous comprenez bien, Docker Compose. Donc, ça compose tout en fait. Donc, on va donc créer ce fichier. Je vais créer un fichier ici qu'on va appeler Docker Compose. Cette fois-ci, c'est .yaml. YML. Super. Donc, on va donner la version. Là, c'est la version 3 qu'on va utiliser. On va définir nos services. Donc, première des choses, on a besoin du service web. Donc là, okay. Donc c'est ici. Voilà. Donc, service web. Deux points. OK. Quand on crée un service, on doit build. OK. Donc, soit on va utiliser directement l'image en précisant le chemin d'accès de l'image. Donc, en disant ici, donc quand on crée un service, on peut préciser son image directement. En faisant image, on précise le path à l'image. Mais si on n'a pas encore l'image, on doit donc build. J'ai pas l'image du service web, n'est-ce pas? Donc, je vais build. Ensuite, on va exécuter la commande. Après avoir build, on va exécuter la commande Python manage.py run server. Et c'est toujours au port, OK, au port 80. 8000, je vous l'ai dit. Ensuite, on va préciser le volume. J'explique le volume rapidement. En fait, c'est quoi le volume? Quand on crée des conteneurs, ces conteneurs utilisent des données. Quand on supprime le conteneur, les données sont supprimées. Alors, on va créer donc des volumes pour chaque conteneur qu'on développe, qu'on utilise. Les données seront donc stockées dans des volumes. Si on supprime le conteneur, alors les données vont rester dans les volumes pour être utilisées dans le prochain conteneur. D'accord? C'est ça l'importance des volumes. Donc ici, volume. On va dire point. On va dire que ça va être au niveau de notre app, n'est-ce pas? Qu'on a créé, du répertoire. C'est là-bas qu'on va stocker les données. Ensuite, on peut préciser le port. On va dire 8000. 8000. Maintenant, il y a aussi des questions. Si je vais définir un autre service, je vais me placer ici. Par exemple, un service Postgre. OK. Postgre, voilà. Et là, directement, je vais aller chercher son image. Je vais utiliser une image directement qui se trouve sur Docker Hub. OK. Maintenant, il y a aussi une question de dépendance. Depend on. OK. Je peux venir ici. Je dis depend on. Ou bien, non, je peux dire plutôt que Postgre depend on. Et là, je mets 2 points. Je dis que ça dépend, ça a une dépendance du web avec le service web. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que Postgre, le conteneur est engagé quand il sera sûr que ceci est lancé. D'accord?
Donc, on va plus entrer en profondeur. Il y a aussi des questions de networking. Donc, par défaut, déjà, quand on crée des services dans un fichier YAML, directement, il y a un réseau qui est créé. Mais nous-mêmes, on peut définir ce réseau. Bon, on ne va pas trop entrer en profondeur de cela présentement, mais je voulais mentionner cela pour que vous puissiez connaître. Donc, pour résumer, on va dire que Docker Compose, mais regroupe les services, d'accord? Regroupe les services sont les différents conteneurs et crée un réseau entre elles et aussi les dépendances. Voilà. Donc, on a un seul service ici, qui est le service web, c'est tout. On va créer, si vous vous rappelez, ici on a dit qu'il fallait copier le fichier requirement. Et on n'a pas encore créé cela. Donc, je vais créer ce fichier .txt. Et dans ce fichier, on va mettre nos packages. Premier package qu'on a besoin, c'est Django version 4.2. Super. Quand c'est fait, on va donc créer le projet. Parce que là, on vient de faire notre Docker, de mettre tous les paramètres qu'on a besoin pour le début. On va donc créer le projet. Comment créer le projet? On va dire Docker. Rappelez-vous qu'on utilise Compose. Docker Compose Run. Déjà, vérifiez que vous avez Docker Compose bien installé parce qu'on avait installé Docker Desktop, donc ça vient avec Docker Compose. Donc, on va faire Docker Compose Version. Qu'est-ce qu'on a écrit? Ok, on va juste dire Version. Ok, vous voyez qu'on a bien Docker Compose. Donc là, on va dire Docker Compose Run Web. Et là, on va préciser la commande que... Donc ici, on est en train de dire Docker Compose dans l'application, dans le service web. Tu vas exécuter la commande suivante. Django app. Donc avant même de dire Django app, vous pouvez seulement faire Docker Compose et vous exécuter. Si ces paramètres qu'on a définis ici, si vous avez déjà par exemple Django 4.2 sur la machine, alors ça ne va plus réinstaller tout ça, n'est-ce pas? Donc ça va juste récupérer dans votre machine. Donc juste là, on peut lancer. On va avoir une erreur quand même. Vous allez voir qu'une image a été créée. Donc l'erreur qu'on aura, c'est au niveau d'exécuter la commande manage run server. OK? Parce qu'on n'a pas encore de projet. Donc ce que vous êtes en train de voir là, c'est la construction de l'image en fait. OK? Vous voyez que un réseau a été créé par défaut. Un réseau a été créé parce qu'on a un fichier YAML, Docker Compose. Ensuite, c'est aller chercher le fichier Dockerfile. OK? C'est aller chercher Python qu'on a défini. Puis, ça a lancé le pip, ça a upgradé ceci. Puis, ça a installé les requirements, ça copie, ça exporte l'image. Et ensuite, ça écrit l'image. Et là, ça nous dit que ça ne peut pas exécuter le manage.py. J'espère que vous comprenez. Parce que on n'a pas encore manage.py dans notre application, n'est-ce pas? Ça échoue au niveau de cette commande. Manage.py. Voilà. Mais l'image a été créée. Donc, si on fait Docker Images, on va voir que une image vient d'être créée. Projet Django Web. OK? Projet Django Web, qui est le projet qu'on a créé, n'est-ce pas? Ça fait 41 secondes. Et vous voyez que ça pèse plus d'1 giga. Donc ensuite, on va donc créer le projet. On va faire Docker Compose Run Web, Django, comme ça il s'est installé. Django Admin, Start, Project. Et là, je vais appeler ce projet Django Test. Donc, on va voir que ça a été bien créé. Si on regarde ici, on va voir Django Test qui a été très bien créé. OK? Donc là, ça n'a pas créé comme je voulais. Je vais supprimer ce dossier parce que ça a créé le fichier manage. Dans Django Test, on a encore un autre dossier Django Test. C'est pas ce que je voulais. Donc, je vais supprimer ça. Je vais faire ls. Je vais dire sudo remove -rf Django Test. OK, donc j'ai enlevé.
Donc, je vais recréer le projet. J'exécute la même commande, mais cette fois-ci, je finis par un point. Ok, super. Si on regarde à ce niveau, vous allez voir que manage.py n'est plus à l'intérieur d'un autre dossier, n'est-ce pas? Là, c'est clair. Super. Je lance déjà notre navigateur parce qu'on va tester. Ici, je vais donc lancer notre conteneur. OK, en utilisant Docker Compose. Voici comment on lance avec Docker Compose. Docker Compose Op. Donc, Docker Compose Op, ça va créer le conteneur. Donc, si ça n'a pas été créé, ça va créer. Et là, ça a lancé le projet. Notre projet a été lancé. Donc, si je viens ici, je fais ceci. Vous voyez, Django a été très bien installé. Maintenant, notre projet est installé. Vous voyez que ça tourne. OK? Je vais créer une instance du terminal. Super, je vais agrandir. Maintenant, le serveur est lancé. OK, le conteneur est lancé. OK, il faut que je dise ainsi, le conteneur est en exécution. Et je veux créer une application Django. Là, je vais dire docker, execute. OK, execute. Et là, le nom de du conteneur qui est lancé. Voici le conteneur qui est lancé en fait. Je vais copier. Je vais venir ici. Je vais coller ce conteneur. Puis, execute, je vais dire Django admin start app. Et je vais appeler cette application main app simplement. Ok, j'explique. Quelle est la différence entre Docker execute comme ceci et Docker run? En fait, Docker run permet de créer, d'instancier un nouveau conteneur. Un nouveau conteneur à partir d'une image. Docker execute permet d'exécuter une commande à l'intérieur d'un conteneur. Ça veut dire, pour utiliser execute, il faut se rassurer qu'on a le tag d'un conteneur. Et c'est ce que j'ai fait ici. Docker execute Django, projet Django Web 1 et puis la commande. N'est-ce pas? Et si on regarde au niveau de l'application, on va voir que main app vient d'être créé. Dans ce main app, je vais donc créer une vue, n'est-ce pas? Qui va par exemple afficher Hello World. Et si on regarde ici, on voit que notre serveur, notre conteneur est toujours en marche. Et on ne peut faire ça que sur un conteneur qui est en exécution. D'accord? On ne peut faire que sur un conteneur qui est en exécution. Si le conteneur est arrêté, alors ça ne peut pas marcher. Donc, je vais venir ici, je vais aller dans Setting, je vais ajouter Main App rapidement. Donc, ici, je vais mettre Main App. OK. Ensuite, je vais la partie du template. OK, je vais dire base D. Et là, je vais dire template. Voilà, si vous n'avez pas trop de connaissances en Django, il y a le lien vers une formation sur Django que vous pouvez suivre, une formation complète. D'accord? Comme c'est fait, je vais donc créer un dossier ici que je vais appeler template. Dans ce template, je vais créer un fichier que je vais appeler ce fichier, je vais appeler index.html. OK. Vous allez voir qu'il y a un souci ici au niveau de la permission. OK. Au niveau de la permission ici, on me dit que je ne peux pas écrire dans ce fichier setting. Cela est dû à ça, à ce que nous avons dans le conteneur. Donc, dans le conteneur, en fait, on n'a pas la permission pour écrire à l'intérieur. Donc, je vais arrêter le conteneur et on va relancer. Donc là, je vais arrêter. Donc, pour arrêter le conteneur, il y a deux méthodes. Donc, ce que j'ai fait là, c'est pas généralement ça. Généralement, on va faire Docker. On va faire Docker compose down. OK? Donc, pour lancer, c'est up. Pour arrêter, c'est down. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de donner la permission
à l'utilisateur. OK? Je vais dire show. OK. Là, on va faire ça. User 2 points. User ici. Super. Et on va relancer le conteneur. Voilà, c'est lancé. Et je vais revenir ici. Vous voyez que maintenant, je peux sauvegarder. OK, je peux modifier le fichier en fait. Donc, rappelez-vous bien de la commande. C'est ça ici, n'est-ce pas? Super. Le point, en fait, c'est pour dire que c'est c'est ce répertoire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, j'ai donné ça. Oh, je vais supprimer ça. Apparemment, j'ai créé comme dossier. Move to crash. Je vais créer plutôt un fichier que je vais appeler index.html. Ici, à l'intérieur, on va dire juste hello world. OK, dans H1, on va dire bonjour tout le monde. Tout le monde. OK, laissez un like. Merci. OK, voilà. Ensuite, on va créer une vue rapidement. Donc, je vais venir ici, on va créer une vue. Je vais dire def room request arc keywords arc. Et là, je vais dire return render request. Ici, je vais dire index.html. Je vais aller dans le setting, dans le URL mail et enregistrer cette vue-ci. Donc, je vais venir ici, je vais dire path. OK, à la racine de l'application, je vais dire home. C'est tout. Je vais dire name égale à home. Et là, je vais importer home from main app.view import home. OK? Donc là, je vais regarder mon serveur. Vous voyez que le serveur, lui, il prend en compte tout ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas, le conteneur. Donc là, c'est bon. Je vais donc venir ici, je vais actualiser. Là, on a bonjour, tout le monde, laissez un like. Super, j'espère que tu as laissé le like. Donc, on voit que notre application fonctionne très bien. Si je viens ici, je vais faire les migrations, par exemple. Si je vais faire les migrations, je vais venir ici, je vais faire la même chose. OK, la commande que je vais exécuter cette fois-ci, c'est python manage.py run migration, pardon, python migrate. OK, vous voyez, j'ai lancé les migrations, n'est-ce pas? Super. Et là, vous voyez toujours que le serveur tourne, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comment arrêter le serveur? Comme j'ai lancé les migrations, si on vient ici déjà, avant de voir comment arrêter, si je viens ici, je passe sur admin. Super. Donc là, on voit bien que ça fonctionne. Voilà. Comment donc arrêter le serveur? N'est-ce pas? Parce que le conteneur, autant pour moi, il faut juste faire docker compose down. Donc, quand on fait docker compose down, vous voyez que le conteneur est retiré. Ensuite, network project est retiré. Donc, le réseau qui était là est détruit. Et si on regarde ici, vous allez voir que ça s'est arrêté. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on lance un projet à partir de Docker. J'espère que tu as aimé le tutoriel. Laisse-moi un pouce bleu et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans le prochain tutoriel, on va voir comment dockeriser un projet Django qui existe. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. J'espère que vous allez super bien. Dans ce tutoriel, nous allons continuer avec notre formation sur Docker. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment commencer un projet Django en utilisant Docker. Dans ce tutoriel, nous allons donc voir comment dockeriser un projet Django existant. C'est-à-dire un projet Django qu'on a eu à développer sans toutefois utiliser Docker. Durant ce tutoriel, je vais dockeriser une application que nous avons eu à développer sur cette chaîne ou sur la chaîne Donald Programmer, si vous êtes en train de suivre sur Wire. Et par là, je vous invite déjà
d'aller vous abonner sur notre deuxième chaîne YouTube, Rouya, dont le lien se trouve en description. C'est une chaîne où nous publions des tutoriels un peu de longue durée. Cela dit, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner si tu es intéressé par les domaines tels que le software engineering, l'analyse de données et le machine learning. Et si c'est fait, alors laisse aussi un like à cette vidéo si tu es déjà abonné. Si c'est fait, merci. L'application que nous allons dockeriser, il s'agit d'un système de facturation que nous avons eu à développer sur cette chaîne. Donc, je vais lancer cela et je considère que vous avez eu à développer votre application. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même application que moi. Que vous avez eu à développer votre application en respectant certaines règles du développement, telles que avoir un environnement virtuel, n'est-ce pas? Donc, première des choses, je vais activer mon environnement virtuel que j'ai eu à créer lorsque je développais cette application. Donc, on va dire source VNV bin activate. Là, je vais lancer Python manage.py on server. Super. J'ouvre l'application ici. Ok, là, je me connecte sur le système. Login. Ok, là, je suis connecté. On voit c'est un système de facturation qui donne des factures. Ok, on peut voir une facture, on peut la télécharger, ainsi de suite. On peut changer de langue. Je peux passer au français. Voilà. Donc, si vous n'avez pas eu à faire ça, alors le lien vers cette formation est en description. Vous pouvez aller apprendre à développer ça. On peut ajouter un nouveau client, n'est-ce pas? On peut ajouter une nouvelle facture. Ok, ainsi de suite. Super. Donc, nous allons dockeriser cette application. Donc, première des choses à faire, je vais arrêter mon serveur. On va regarder si on a Docker bien installé dans Docker version. Donc, on voit que j'ai Docker. On va regarder si on a Docker Compose. Docker Compose version. Donc, si vous ne connaissez pas comment installer Docker, on a fait toute une vidéo dessus. Donc, les liens vers les vidéos précédentes sont en description. Docker Compose version. Ok, donc on a Docker Compose. Je vais regarder les images que nous avons déjà ici. Docker Images, ls. Donc, on voit qu'on n'a pas d'image. Non, on doit avoir d'image. J'ai mal écrit. Apparemment, Docker Image ls. Voilà, on a des images. Je vais supprimer les images que nous avons ici. Donc, je vais faire .q. Je vais supprimer toutes ces images pour qu'on se rassure qu'on n'a pas d'image. Et là, je vais faire Docker remove I. Je vais coller tout ça. Donc là, j'ai récupéré les ID de toutes les images. Ok, il y a un conteneur qui empêche la suppression d'une image. Je vais supprimer ce conteneur. Docker remove. Et là, je vais supprimer encore. Voilà, ça a bien supprimé. Donc, si je fais Docker image ls, on n'a plus d'image, n'est-ce pas? Super. Donc, on va dockeriser notre application maintenant. Ça va aller un peu très vite parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a eu à faire dans le tutoriel précédent. Donc, je vais créer un Dockerfile. Dockerfile. Et dans ce Dockerfile, on va donc mettre le script. Donc, from. On dit from Python. On va utiliser Python 3. Ensuite, on va mettre des variables d'environnement propres à Python. Int. Ok, là, je vais dire Python buffer à 1 pour éviter l'utilisation de la mémoire cache. Je vais dire aussi env Python. Ok, don't write bytecode pour éviter l'écriture des fichiers bytes qui vont surcharger le conteneur. Ensuite, on va dire run. On va créer un environnement où on va mettre notre projet dans un répertoire avec mkid. On va appeler ce répertoire app. Ensuite, je vais spécifier le working directory. Et je vais dire que le working directory, c'est app. OK. Puis, je vais copier tous nos fichiers vers ce répertoire. Donc, je vais dire copy tout vers ça. Donc, je copie tout vers là. Ensuite, je vais dire, on va utiliser une bonne pratique. Il est bien vrai, avec le conteneur, on a déjà une isolation de l'application.
Mais dans le conteneur, on va encore isoler notre application en utilisant un environnement virtuel. Donc, on va créer un environnement virtuel dans le conteneur en faisant donc run, c'est la bonne approche. On va dire run Python -m vn. Mais l'une des choses qu'on peut se demander, c'est n'est pas c'est déjà un conteneur qu'on utilise. Pourquoi donc créer un environnement virtuel? Bon, c'est juste pour séparer parce que Python, l'image Python qu'on a dans le Docker, c'est pas tous ces packages qu'on utilise. Donc, d'un point de vue, on peut voir ça comme si c'est inutile, mais c'est juste vraiment pour isoler vraiment l'application dans les librairies qu'il utilise. C'est juste ça son but ici. OK? Voilà. Maintenant, il va falloir activer cet environnement virtuel qu'on vient de créer. Pour cela, bon, il faut déjà donner le path où ça se trouve. Donc, je vais dire env. On va dire path égale. Là, on va dire env. Bint 2.$, on va dire path. OK. Super. Ensuite, maintenant, pour l'activer, c'est source vamp bint activé. Donc, on va mettre cela dans un dossier, dans un fichier shell. OK. Et après, on va l'appeler ici. Donc, je vais dire ici ajouter le fichier shell. Donc, c'est ce qu'on va faire ici après. Ensuite, on va faire run Python. Donc, on va upgrader pip python-m pip install upgrade. OK, upgrade pip. Puis, maintenant, quand vous développez une application Django, quand vous avez eu à développer votre application Django, vous aviez créé et activé un environnement virtuel. Maintenant, vous allez récupérer tous les packages que vous avez utilisés dans votre projet, tous les librairies, et envoyer dans un fichier qui va s'appeler requirement.txt. Comment générer cela? C'est pip freeze requirement oui, .txt. OK? Donc, quand vous avez tapé cette commande ainsi, voilà, vous allez voir que là, j'ai eu à installer tout à l'heure Gonicon. Donc, installez aussi Gonicon si vous allez déployer le projet pip install Gonicon. OK? Vous voyez que c'est à jour chez moi. Pour mettre à jour le fichier requirement, vous exécutez cette commande. Donc, Gonicon, c'est un Server Gateway Interface qu'on utilise pour déployer les applications Django. Il y a aussi Unicorn, qui est aussi très souvent utilisé. Donc, quand on déploie une application Django, il y a dans le projet, ou dans le dossier où se trouve le setting, il y a aussi un dossier, un fichier WSDI, Web Server Gateway Interface, OK, qu'on utilise pour déployer l'application, et un serveur qui comprend le web server, qui est un Web Server Gateway Interface qu'on peut utiliser dans Django, c'est Gonicon. D'accord? Super. Donc, on peut aussi, bon, dans le fichier shell qu'on va créer, on va mettre des conditions pour savoir si on est en production ou bien en développement. Donc, on va le faire. Voilà. Donc, si vous avez généré ce fichier requirements, alors on va copier ce fichier, malgré qu'on avait même déjà fait une copie en haut, mais on va encore recopier. On va dire requirement.txt. OK. On va recopier, on va mettre au niveau de app. Ensuite, on va installer tous les librairies qui se trouvent dans ce fichier en disant pip install -r requirement.txt. Comme c'est fait, on va donc créer ce fichier shell que je dis qu'on va mettre ici. Donc, je vais dire add new file. Alors, je vais appeler ça entry point.shell. OK, exactement comme ceci. Entry.shell. Maintenant, pour ceux qui ont un peu fait le shell, vous savez qu'il faut mettre du shebang, toujours préciser quel shell on utilise. Donc, je vais dire que le shell que j'utilise, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà. Le shell que j'utilise se trouve dans bin, puis batch. OK? Ensuite, on va set cette variable qui dit s'il y a une erreur, alors sort de ce fichier directement. Maintenant, on va dire source env activate bint activate. Donc, on va activer cet environnement virtuel. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, disons, faisons une petite condition ici, que admettons qu'on utilise Gonicon. On va dire if la première variable qu'on a passée, le premier argument qu'on a passé
est égal à Gonicon. Ça veut dire qu'on veut exécuter en utilisant Gunicon. OK. Donc, point virgule, then on va dire execute. On va exécuter Gonicon. OK. Maintenant, le dossier où se trouve le fichier WSGI, chez moi, c'est Django Invoice. Donc, je vais dire Django Invoice. Point, ce fichier-là, WSGI, deux points application. Et je vais préciser le port. Et là, deux points. Donc, 00 pour dire qu'on accepte tous les domaines. Et le port 8000. Donc, il y a un paramètre ici, -b, que je vais mettre. Bon, on ne va pas utiliser Gonicon ici, mais c'est juste un peu pour vous montrer comment ça va se passer généralement si vous êtes en... non, il n'y a pas de points, c'est pas Python. Je vais dire else ici. Else, on va donc utiliser Python manage.py run server. Server, même port toujours. Et voilà, on accepte tous les domaines et ce port. Ok, donc voilà un peu ça. Execute 10. Execute. Ok. Maintenant, on peut avoir plusieurs conteneurs tels que le conteneur web, le conteneur de gestion de base de données PostgreSQL ou MySQL, le conteneur du serveur qui gère les tâches en arrière-plan ou bien qui gère la mémoire tampon comme Redis Server. Voilà, donc on peut avoir plusieurs conteneurs ici. On peut avoir un conteneur qui, par exemple, pour le serveur web tel que Nginx. Alors, comment regrouper tous ces conteneurs? On va utiliser donc Docker Compose. Donc, je vais venir ici, créer un autre fichier que je vais appeler docker compose.yaml. Super. Dans ce fichier, donc, on va mettre nos différents services. Donc, je vais commencer à donner la version. Ensuite, le service. Le premier service qu'on va créer, c'est le service web de Django. Et là, on va build. Bon, je vais dire point pour dire que le fichier Docker se trouve au même niveau que le Docker Compose file. Au cas concret, vous allez donner le chemin à ce niveau de point. Maintenant, généralement, on va mettre la commande, mais je suis plus obligé de mettre cette commande vu qu'on a déjà cette commande dans Entry, n'est-ce pas? Donc, je suis plus obligé de mettre ça. J'espère que, donc, généralement, on va dire que Python ici, manage.py run server, et là, on va préciser le port comme ceci. Généralement, ça, c'est ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Donc là, ouais, dans Python manage, donc ça, c'est ce que généralement on va faire. Mais ici, nous n'avons pas vraiment besoin de ceci. Pourquoi ça colorie là? Python manage, ok, l'espace. Ok, c'est cet espace. Donc, généralement, c'est ce qu'on va faire. Mais comme on a déjà cette commande, je vais commenter. Donc, on n'a pas besoin de l'exécuter. Ensuite, je vais donner le volume. Ici, point 2 points. Je vais dire notre volume est dans app. Puis les ports. Les ports. On va dire qu'on va utiliser le port 8000. Ok. Le port 8000. Puis, on précise dans le entry file. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter là. On va préciser le entry point. Ok. Entry point. On va dire app. Et ça se trouve dans app entry.sh. Maintenant, je vous ai dit qu'il fallait revenir ici ajouter ça, donc à ce niveau. Donc on va dire copy entry.sh vers, donc on va copier cela vers app entry.sh toujours. Donc copy entry.sh vers app entry.sh. Super. Cela est fait. On va essayer de créer l'image en faisant docker compose build. Bon, s'il y a une erreur, ça va nous dire. Qu'est-ce que j'ai écrit? Docker compose. Ok, j'ai mal écrit. Docker compose. Donc, ça va essayer de construire l'image. Donc là, ça a pris Python. Bon, ça exécute nos commandes. Donc là, c'est pour créer l'environnement virtuel. Ok.
Ok, on a un problème ici avec la commande Python -m pip upgrade. Ok, c'est quoi le problème? Upgrade pip do not complete. Ok, regardons pourquoi. Donc là, on a fait ça. Et puis on a dit Python -m pip install upgrade. Upgrade, j'ai bien écrit. Donc l'erreur c'était avec le package on no install. Ok, j'ai mal écrit ça. Ok, donc c'est install. Désolé. On va relancer. Ok, exporting to image, dans l'exportation de l'image. Ok, l'image a été créée, donc on va nettoyer. Donc si on fait docker image images, on voit bien qu'on a une image web. Ok, et on a bien Django invoice web, c'est l'image web qu'on vient de créer, ça fait 14 secondes. Donc là, on va faire docker compose, docker compose, docker compose op. Ok. Ok, il y a un souci de permission avec l'exécution du fichier entry.sh. Donc, on n'arrive pas à l'exécuter. Donc, on va donner l'exécution, on va faire en sorte que ce fichier ait le droit d'être exécuté. Pour cela, on va dire sudo change mode plus x, ok, plus x, entry, voilà, dans entry.sh, le mot de passe. Super. Donc, là, on va rebio la loi. On va rebio rapidement. Ok, super. Donc, l'image a été construite. On va relancer Docker. Docker up, Docker compose. On va relancer. Ok. Donc, ce que vous allez remarquer ici, ça nous dit ici un missing. Ok. Donc, ça a été très bien lancé. Ce qui s'est passé, regardez notre fichier entry ici. Lui s'attendait à une variable. Donc, c'est pour ça qu'il dit missing. Ok, à la ligne 7. Donc, il s'attendait à une variable pour comparer si c'est égal à unicorn. Il n'a pas reçu cette variable. Et cette variable, si on veut la passer, c'est à ce niveau. Donc, si on veut dire que tu utilises plutôt Gonicon, on va venir ici écrire désormais tu utilises Gonicon. Ok, là, il va capter Gonicon-ci et comparer si c'est égal à Gonicon. Il va lancer plutôt le serveur Gonicon. Comme ceci. D'accord? Donc là, on voit que c'est bon. On va donc vérifier que ça fonctionne. Donc ici, je l'ouvre en faisant comme ceci. Super, on voit que ça fonctionne. Donc je peux faire new. Donc on va voir ici que ça fonctionne très bien. Donc on vient de dockeriser cette application, n'est-ce pas? Super. Ainsi, dans le entry point, ici, voilà, généralement, comme on utilise Docker, on va mettre les commandes telles que ici, on va mettre la commande python manage.py make migration ici. Donc ça, c'est la bonne approche que je vous donne. Python manage.py migrate. Ok, donc toutes ces commandes vont s'exécuter avant que le serveur va se lancer. Donc voici le fichier complet, n'est-ce pas? Donc execute de ceci, puis ceci, et ensuite ça lance ça. Super. Maintenant, vous pouvez avoir le code source directement sur le GitHub. Ok, GitHub Donald. Ok, donc ici, vous allez voir Django Invoice ici. Donc vous cliquez dessus. Voilà, vous allez voir Docker Compose, là, tout est là. Donc vous avez le code source ici. Bon, et vous avez les étapes d'utilisation de ce projet sans Docker, donc simplement sans Docker. Donc peut-être je vais ajouter aussi les étapes d'utilisation avec Docker prochainement. Super. Donc j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Vous avez aimé cette formation sur Docker. Et là, nous arrivons à la fin de notre formation Introduction à Docker pour les débutants. J'espère vraiment que ça a été une très bonne aventure pour vous. Si vous voulez avoir notre formation complète sur Django, avec les tests unitaires, avec Docker, avec les API, alors le lien est en description. C'est une formation de plus de 25 heures de temps sur Udemy.
Donc, si vous arrivez et qu'il n'y a pas encore un module que vous êtes allé pour chercher sur cette formation, n'hésitez pas surtout à nous écrire pour nous dire que Donald, il y a tel module qu'on ne retrouve pas dans ta formation et ce module sera intégré. Merci d'être fidèle à notre chaîne. À nous revoir dans la prochaine vidéo.